Il pensait avoir tout ce qu'un homme pouvait désirer. Fortune, influence, solitude parfaitement maîtrisée. Alexandre Beaumont avait bâti un empire avec la même rigueur qu'il bâtissait ses murs intérieurs. Haut, froid, inaccessible. Mais ce matin-là, dans les couloirs usés de l'orphelinat Saint-Cyr, il croisa un regard. Un simple regard. Celui d'un enfant qui lui ressemblait, comme un reflet plus jeune, plus fragile, plus silencieux. Le même regard d'acier que le sien, la même fossette au menton, la même absence d'émotion visible, comme un double miniature sorti d'un rêve tordu. Et quand l'assistante sociale prononça le prénom de l'enfant et raconta ce que personne ne savait vraiment sur sa naissance, le sol se déroba sous ses pieds. Alexandre s'effondra, littéralement, corps à terre, esprit déchiré. Et c'est là que tout bascula. Alexandre Beaumont était une légende dans les hautes sphères de Paris. PDG du prestigieux conglomérat Beaumont Héritier, il incarne l'élégance clinique, la réussite méthodique. À 41 ans, il vit dans un Penthouse suspendu au-dessus de la Seine, un sanctuaire de verre et de béton où tout est silence, luxe et absence. Il est riche, puissant et fondamentalement seul. Aucune trace de famille, pas d'épouse, pas d'enfant. Les tabloïds s'interrogent. Le milliardaire au cœur vide? Ce qu'ils ignorent, c'est qu'à 27 ans, un grave accident de moto l'a laissé avec un secret médical, stérile, définitivement. La nouvelle, à l'époque, l'a brisé, puis reconstruit autrement. Il a choisi la maîtrise, la froideur. Il a éliminé tout ce qui pouvait lui rappeler ce qu'il ne serait jamais, un père. Un jeudi matin d'hiver, alors qu'il trône dans son bureau de verre au sommet de la tour Bellecour, une enveloppe se pose sur sa table. Papier jauni en tête modeste, orphelinat Saint-Cyr, demande de mécénat. Il fronce les sourcils. Il connaît ce nom. Trop bien. C'est là, selon son dossier d'adoption, que sa mère biologique l'a déposé à 6 mois avant qu'un couple bourgeois ne le prenne en charge. Un éclair de curiosité traverse son esprit. Il allait jeter la lettre, réflexe habituel. Mais sa main hésite. Il la reprend. Une voix intérieure qu'il n'a pas entendue depuis des années murmure. Et si? Le lendemain, contre toute attente, il prend lui-même le volant. Il quitte ses tours dorées pour les rues effacées du 12e arrondissement, là où personne ne le reconnaît, là où l'homme public cesse d'exister. Les murs de l'orphelinat Saint-Cyr n'ont pas changé depuis 50 ans. Odeur de cire, murs couleur coquille d'œuf, lumière pâle, des rires d'enfants résonnent au loin, mais Alexandre ne les entend pas. Il avance comme on marche vers un souvenir. Une assistante sociale d'une quarantaine d'années l'accueille. Claire Masson. Cheveux relevés, regard franc, elle a une façon de parler simple sans se laisser impressionner. Monsieur Beaumont? Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez en personne. C'est un lieu important, répondit-il évasivement. Elle le guide à travers les couloirs, lui montre les salles communes, les chambres partagées, les ateliers de dessin. Il écoute à peine. Une tension sourde monte en lui. Quelque chose d'anormal. Un bruit de l'intérieur. Il serre les mâchoires. Puis, dans la salle de jeu, son monde s'arrête. Un enfant. Seul. Dessinant. L'enfant lève les yeux. Il n'a pas besoin de parler. Le choc visuel est immédiat. Alexandre voit son propre reflet. Pas une ressemblance floue, une copie miniature. Même mâchoire, même regard gris, même air distant. Même cicatrice au menton. Il recule, pris de vertige. « Qui est cet enfant » murmure-t-il, la voix sèche. Claire jette un regard vers le garçon. Lui, il s'appelle Hugo. Arrivé il y a 3 ans. Il avait été abandonné sur un palier avec une lettre. Pas de père déclaré. Pas de suivi. Il ne parle presque pas, mais il observe. Beaucoup. Le sol tangue sous les pieds d'Alexandre. Il veut rationaliser, dire que c'est une coïncidence, un mirage. Mais il sait, ce n'est pas une illusion. Et là, tout devient noir. Un flash de lumière, des mains qui le retiennent. Alexandre s'effondre au sol, inconscient. Quand Alexandre rouvre les yeux, il est allongé sur une couchette d'infirmerie, le regard fixé sur le plafond jauni. Une lumière faible filtre à travers les stores. Claire Masson est là, assise dans un fauteuil en plastique, les mains croisées sur les genoux. C'est la première fois qu'un visiteur tombe dans les pommes ici, glisse-t-elle, mi-ironique, mi-inquiète. Alexandre ne répond pas. Il est ailleurs, prisonnier d'un vertige qui n'est pas physique. Il repense à ce visage, ce reflet vivant, ce regard qui l'a transpercé. Un miroir trop précis, trop parfait pour n'être qu'un hasard.
Ce garçon, Hugo, vous le connaissez? Demande-t-elle doucement. Il hoche la tête. Puis il craque. Pour la première fois depuis des années, il parle sans filtre. Je suis stérile, depuis mes 27 ans, après un accident. C'est impossible que j'aie un enfant. Et pourtant, Claire reste silencieuse. Puis elle se lève. Venez avec moi. Il y a quelque chose que vous devez voir. Elle l'emmène dans une salle fermée à clé, au sous-sol de l'orphelinat, les archives. Un lieu qui sent le vieux papier, le silence poussiéreux. Elle ouvre un tiroir en métal, fouille et sort un dossier beige étiqueté. Hugo, entré le 14 octobre 2014, sans identité complète. Alexandre ouvre. Son cœur bat plus fort. Très vite, il tombe sur une lettre manuscrite laissée avec l'enfant. Papier froissé, encre noire. Une phrase, juste une. Je ne peux pas le garder, mais son père doit le retrouver un jour. Il comprendra. Les mains d'Alexandre tremblent. Une sueur froide coule le long de sa nuque. Il sent quelque chose s'ouvrir en lui, une ancienne porte, murée depuis des années. Et soudain, une photo glisse du dossier. Il la rattrape. Et son monde se déchire. C'est lui, Alexandre. Plus jeune, à 28 ans, debout, souriant, tenant un verre lors d'un événement. À ses côtés, une femme. Brune, yeux verts, regard intense. Il ne se souvient pas d'elle. Et pourtant, quelque chose dans ce regard lui semble familier. « Qui a mis ça là ?» demande-t-il, la gorge nouée. Claire secoue la tête. « Aucune idée. Ce n'est pas dans les documents officiels, mais quelqu'un voulait que vous le trouviez. » De retour chez lui, Alexandre n'est plus le même homme. Son appartement, autrefois refuge de contrôle, devient une prison vitrée. Les murs sont trop transparents, trop honnêtes. Il se sent exposé, vulnérable. Il fouille dans ses cartons de souvenirs. Dossiers, clés USB oubliées. Il revoit ses anciennes soirées caritatives, ses listes d'invités, les photos officielles. Il remonte à l'année 2013. La soirée en question. Elle y est, Élise Morel, hôtesse événementielle, engagée via une agence éphémère, aujourd'hui dissoute. Il zoome sur une photo. Elle rit à côté de lui, une main sur son bras. Une proximité troublante. Mais aucun souvenir. Rien. La panique devient obsession. Il appelle son ancien médecin, lui repose la question qu'il s'était interdit de formuler pendant des années. « Docteur, ma stérilité, elle date de quand exactement ?» Techniquement, vous avez été diagnostiqué quelques mois après l'accident. Mais il y a toujours une période transitoire. Il est possible qu'avant le diagnostic définitif, vous ayez encore été fertile. Une brèche temporelle s'ouvre dans sa mémoire. 3 mois. 3 mois entre l'accident et le diagnostic. 3 mois de douleur, de médicaments, de confusion. Et peut-être d'un oubli volontaire. Il engage un détective privé, Victor, habitué aux affaires discrètes. 2 jours plus tard, Victor revient avec un regard grave. « J'ai retrouvé Élise, ou plutôt ce qu'il reste d'elle. Elle est morte, 3 ans après la naissance de Hugo. Cause officielle, accident domestique. Une chute. Mais trop d'éléments sonnent faux. Pas d'autopsie poussée. Aucune famille pour réclamer le corps. Et surtout, une disparition de traces avant sa mort. Téléphone effacé, compte bancaire vidé. Comme si quelqu'un l'avait effacé du système. Et ce quelqu'un semble lié à François Delmas, le bras droit d'Alexandre, fidèle parmi les fidèles. Mais Victor découvre que Delmas a rencontré Élise à plusieurs reprises, juste avant sa disparition. Alexandre reste figé, le téléphone à la main, dans le noir de son salon. Quelqu'un a tué la mère de son fils, et ce quelqu'un se cache sous son propre toit. Depuis sa découverte, Alexandre ne dort plus. Il vit dans un état de dissociation silencieuse. Le monde extérieur continue de tourner. Réunions, actionnaires, marchés, mais en lui, une guerre froide éclate. Chaque pièce de son pantouse devient un champ de bataille entre ce qu'il croit, ce qu'il découvre et ce qu'il redoute. Hugo hante son esprit. Pas par sa simple présence, mais par ce qu'il provoque. Ce visage qui refuse de sortir de ses pensées. Chaque geste du garçon, chaque regard, chaque silence semble crier « Je suis toi et tu m'as oublié ». Le détective Victor poursuit l'enquête. Un après-midi, il l'appelle « Voix tendue ». Il y a un nom qui revient souvent dans les témoignages autour d'Élise avant sa disparition. Un homme qu'elle craignait, paraît-il. Delmas, votre directeur général. Un coup de tonnerre dans un ciel déjà noir, François Delmas. Son bras droit depuis 15 ans. L'homme à qui il avait tout confié.
celui qui avait tenu l'Empire pendant sa convalescence, organisé les événements, géré les scandales naissants et, apparemment, étouffé une vérité. Alexandre convoque Delma en pleine nuit. Dans son bureau privé, éclairé seulement par la lueur de la ville, il l'attend assis, les poings serrés. Tu savais. Alexandre, écoute-moi. Non. Toi, tu m'écoutes. Delma soupire. Il enlève ses lunettes, s'assoit lentement. Tu sortais à peine de ton coma. Cette fille débarque enceinte, affirme que c'est ton enfant. Elle voulait tout foutre en l'air. Ton image, ton avenir. J'ai négocié pour t'éviter un scandale. Tu n'étais pas prêt, Alex. Et elle, et lui, tu les as rayés, comme des erreurs de fichier. Delma ne répond pas. Il n'a pas besoin. Son silence est une admission. Alexandre le regarde, les yeux humides mais durs. Tu n'as pas protégé ma réputation. Tu m'as volé mon fils. Il le congédie sans un mot de plus. Une fois seul, il s'effondre dans son fauteuil, vidé. Le roi, trahi dans son propre château. Le lendemain, il retourne à Saint-Cyr. Pas comme un mécène, pas comme un visiteur, mais comme un homme brisé, cherchant la vérité dans les yeux d'un enfant. Claire l'accueille en silence. Elle comprend. Il n'a pas besoin d'expliquer. Dans la salle d'activité, Hugo est là, assis par terre à dessiner. Alexandre s'accroupit lentement. Il ne dit rien. Il observe. L'enfant le regarde brièvement, puis continue à dessiner. Un immeuble, en verre. Une silhouette debout au sommet. C'est lui. Il sent sa gorge se nouer. Il ne peut plus fuir. Il chuchote « Je veux faire un test ADN. Pas pour me rassurer, pour savoir comment réparer. » Claire l'observe longuement. Elle ne dit rien. Elle acquiesce. Le lendemain, la procédure est faite. Rapide, indolore, 3 jours d'attente, 3 jours d'enfer intérieur. Pendant ce temps, Alexandre retourne fouiller les archives. Il cherche le moindre indice laissé par Élise. Et il le trouve. Glissé dans un double fond du dossier. Une seconde lettre, pliée avec soin. Du papier rose, jauni. Une écriture fine. Alexandre, je sais que tu ne te souviendras peut-être pas de moi. Ce n'était qu'une nuit, mais elle a changé ma vie. Ce garçon, Hugo, est ton fils. Je n'ai pas voulu briser ton monde. Je voulais simplement qu'il sache d'où il vient. Qu'il ne grandisse pas dans l'oubli. Il a ton regard, ta solitude. Et si tu lis cette lettre, c'est que le destin a fait son travail. Il lit les mots en silence. 1 fois. 2 fois. Puis ses mains tremblent. Les larmes coulent sans bruit. C'est une douleur nue, incontrôlable, libératrice. Et dans le silence de cette salle d'archives, il entend un pas léger derrière lui. Il se retourne. Hugo est là, petit, immobile. Ses yeux grands ouverts fixent Alexandre. Il a entendu, il a tout vu. Le silence s'installe entre eux. Et pour la première fois, Hugo bouge. Il fait un pas, puis un autre. Il s'approche, lentement, étend la main. Alexandre, les yeux pleins de larmes, la saisit. Sans un mot, sans promesse, mais avec tout le poids du monde dans ce geste. 3 jours. Chaque seconde pèse comme du plomb. Alexandre attend les résultats du test ADN dans un mélange de peur animale et de désir viscéral. Il se surprend à faire ce qu'il n'a jamais fait en 20 ans. Tourner en rond, rater des réunions, penser à autre chose qu'à ses chiffres. Il regarde les photos d'Hugo. Il les compare à ses propres albums d'enfants. Les mêmes yeux en veille. La même façon de tenir un crayon. Ce n'est pas juste une illusion. C'est un appel du sang. Même si le cœur l'a déjà précédé. Et puis, le mail arrive. Objet, résultat de test ADN confidentiel. Il hésite à cliquer. Il ferme les yeux. Inspire. Clique. Résultat, correspondance génétique à 89,99%. L'enfant est votre fils biologique. Pas de doute, pas de recours, pas d'échappatoire. Alexandre reste immobile. Un frisson monte en lui, mais cette fois ce n'est pas la panique. C'est un mélange étrange. Vertige et délivrance. Une vérité qui détruit pour reconstruire. Il se lève, il marche vers la fenêtre de son penthouse. Il regarde la ville, immense, indifférente. Et il murmure « Mon fils ». Ce soir-là, il retourne à l'orphelinat, pas en visiteur, pas en mécène, mais en père, ou du moins un homme prêt à le devenir. Il demande à parler à Claire. Il dépose les résultats. Elle les lit lentement, le visage neutre. « Et maintenant » demande-t-elle presque maternelle. « Maintenant. Je veux qu'il vienne chez moi, qu'il apprenne à me connaître, qu'on se reconnaisse, même si c'est tard, même si c'est dur. » Elle l'observe, longuement. Puis, comme un passage de relais, elle hoche la tête. « Très bien. Mais vous ne l'adoptez pas avec votre nom. Vous l'adoptez avec votre cœur, jour après jour.
Quelques heures plus tard, Hugo monte pour la première fois dans la voiture d'Alexandre. Aucun mot n'est échangé. Mais dans le silence, un accord invisible se tisse. Un père, un fils. Deux silences qui se rencontrent. 3 mois plus tard, la scène est historique. Une conférence de presse de Beaumont héritier annoncée dans l'urgence. Les caméras sont braquées. Le tout Paris est là. Les réseaux explosent de spéculation. Alexandre entre sur scène dans un costume sobre, sans cravate. À sa droite, un garçon de 10 ans. Hugo, chemise blanche, silencieux mais droit. Pas de préambule. Il prend la parole, posément, sans lire de notes. Je vais vous dire quelque chose qu'on ne dit pas souvent dans ce monde. J'ai menti, pendant des années. Pas publiquement, mais à moi-même. J'ai cru que je ne pouvais pas être père. Et pourtant, j'en ai eu un fils. Il est là aujourd'hui à mes côtés. Il m'a trouvé. Il m'a confronté à la seule chose que je n'avais jamais affrontée, la vérité sur moi-même. Un silence lourd plane dans la salle. Il poursuit. Je veux que son histoire ne se répète pas. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui la création de la Fondation Élise, du nom de sa mère, oubliée par le monde mais immortelle dans mon cœur. Elle soutiendra chaque enfant abandonné, chaque voix réduite au silence, chaque destin effacé comme l'était le sien. Et enfin, il tourne la tête vers Hugo, les yeux humides. Si un jour il le souhaite, Hugo reprendra cet empire. Mais s'il veut juste être un enfant libre, alors ce sera le plus grand héritier que j'ai jamais connu. Les flashs crépitent, mais Alexandre ne voit plus que son fils, qui lui serre la main sans forcer, naturellement. Ce soir-là, dans leur appartement, Hugo lui pose une question, sans détour. « Tu m'aurais aimé, même si je n'étais pas de toi ?» Alexandre le regarde, et dans ses yeux, il y a cette lumière qu'on n'avait jamais vue chez lui. « Je t'aimais déjà avant de savoir pourquoi. Je crois que je t'ai aimé dès la seconde où j'ai vu ton silence ressembler au mien. » Parfois, ce qu'on croit avoir perdu n'a jamais été loin. Ce n'est pas le sang qui fait un père, ni le nom qui fait un héritier. C'est la volonté d'aimer ce qu'on n'attendait pas à trouver, et le courage de réparer ce qu'on n'a pas voulu voir.